le dernier épisode de cette journée et cette table ronde. Nous avons 5 invités. La table ronde, je vais d'abord présenter brièvement nos 5 invités. La table ronde se déroulera en 3 temps, disons. Dans un premier temps, je demanderai à chacune, dans l'ordre de la table, de bien vouloir en 5 minutes maximum présenter leur message, les messages principaux, ce qu'ils ont envie d'apporter, de nous apporter. Dans un deuxième temps, peut-être que nos invités auront envie de discuter entre eux, et peut-être avec les présidents des sessions aussi, qui auront peut-être des questions à faire remonter à partir des présentations qui auront lieu aujourd'hui. Et le troisième temps sera une discussion générale où vous pourrez tous poser vos questions, faire vos remarques à la fois à nos invités et éventuellement, si vous le souhaitez, revenir sur certaines des présentations de la journée. Donc nos 5 invités ont tous eu des postes très opérationnels avant d'aller ensuite vers des situations d'expertise de haut niveau ou de management de haut niveau. Donc je vais les présenter par ordre d'intervention. Voilà. Je retrouve ma page. Donc Éric Gaume tout au bout, est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Il est expert et chercheur en hydrologie. Il est professeur d'hydrologie à l'École des ponts. Il a dirigé le département géosciences de l'université Gustave Eiffel jusqu'à 2024. Je pense que tu y es toujours d'ailleurs, à l'université Gustave Eiffel. Voilà. Il est président de la division hydrosystèmes et ressources en eau de la Société hydrotechnique de France. Nous avons ensuite Pascal Liodet, donc, qui est un ingénieur diplômé de l'UNSMG de Grenoble, qui a été hydrologue de terrain, notamment dans la division, l'ancienne division technique générale qui s'occupait des prévisions de tout le travail hydrologique pour EDF. Donc Pascal Liodet a ensuite porté du management de terrain au sein d'EDF Hydro. Elle a été concernée par des projets de discussion avec les parties prenantes. Et elle est aujourd'hui directeur adjoint de EDF Hydro-Alpes. Monsieur Abou Amani, donc est ingénieur, diplômé de l'université de Thiès au Sénégal. Il est titulaire d'un doctorat de l'école polytechnique de Montréal. Il a été hydrologue régional à Niamey, donc il est également hydrologue opérationnel, à manipuler les données d'hydrologie, avant de rejoindre l'UNESCO, où il est aujourd'hui directeur de la division des sciences de l'eau et secrétaire du programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO. Donc le général Lamballe, diplômé de Saint-Cyr, docteur en sociologie politique, diplômé de l'INALCO en nombreuses langues orientales, une liste impressionnante de langues orientales. Donc vous avez été bien sûr sur le terrain en tant que militaire et en tant que diplomate. Vous avez eu de nombreuses missions diplomatiques et vous vous êtes intéressé à l'hydrodiplomatie. Vous avez publié 4 livres, Le problème tamoul au Sri Lanka, Les insurrections et terrorisme en Asie du Sud, L'eau en Asie du Sud, confrontation ou coopération, et Les Pashtuns, un grand peuple sans pays. Donc un nombre de bibliographies importantes. Vous êtes membre également de l'Académie des sciences d'outre-mer. Monsieur Fadi Comer, donc diplômé d'un grand nombre d'universités françaises et américaines, avec un doctorat d'État en énergétique. Donc vous êtes membre de l'Académie de l'eau, membre également de l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous avez été également opérationnel au Liban en tant que directeur général des ressources hydrauliques et électriques du Liban. Et vous participez aujourd'hui et animez un certain nombre de groupes et participez à un certain nombre de commissions. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Hydrodiplomatie et Nexus eau, alimentation, énergie. Voilà. Donc je vais maintenant, si vous le voulez bien, vous proposer chacun à votre tour 5 minutes de présenter un petit peu vos messages. Après, la discussion pourra commencer. On commence par tout. Alors, tu as les petits micros, il faut appuyer sur la... Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre-Louis pour l'invitation. Ma spécialité première, ce sont les crues et les inondations, mais il se trouve que je travaille depuis quelques années, j'accompagne la DREAL
des Pays de Loire dans l'élaboration des études volume prélevables, qui sont des études en cours, dont le but est d'alimenter en référentiel les plans territoriaux de gestion des eaux. Et ce que je voulais vous partager, c'est à la fois une sorte de rapport d'étonnement et d'inquiétude. Parce qu'il me semble que ce qu'on réalise actuellement sur les territoires n'est pas de nature à établir une paix de l'eau, mais au contraire, on est en train de créer des conditions de conflit autour de la problématique de la gestion de l'eau. Je m'explique. En fait, on a un contexte qui n'est pas favorable. On a parlé des incertitudes sur les projections climatiques. Dans le domaine de l'eau, il y a deux choses dont on peut être sûr. C'est une augmentation des températures, et notamment des températures estivales, plus fortes en été. Ça veut dire plus d'évapotranspiration, donc plus de besoins en eau pour la végétation, et notamment pour les végétations cultivées. Et la deuxième chose dont on est à peu près certain, c'est une diminution des débits des cours d'eau en été, diminution très substantielle. À échéance 2100, on estime à peu près moins 30% en moyenne à l'échelle française. Donc on était plutôt dans un pays qui, du point de vue de la ressource en eau, était bien doté. Évidemment, la pression sur la ressource va augmenter dans les années qui viennent. La deuxième chose, c'est que, en fait, les études volume prélevable sont des études qui sont présentées comme de nature à créer une concertation territoriale. Or, elles sont fondées sur des études complexes, inutilement complexes, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire à l'Adréal, ce qui fait que les acteurs sont mis devant le fait accompli. Ils n'ont pas la capacité à interagir et à comprendre le contenu des études. Donc elles sont présentées, en fait, c'est un argument d'autorité opposé aux acteurs du territoire. Or, dans ces études, évidemment, on est dans un contexte avec des connaissances qui restent partielles, des incertitudes, des choix méthodologiques qui sont ce qu'ils sont. Mais ces études, elles sont aujourd'hui pilotées essentiellement et uniquement par l'enjeu de la préservation de la qualité des milieux naturels. Donc, finalement, les autres aspects sont un peu passés de côté, et donc les études conduisent toutes très naturellement à prendre des marges de sécurité pour préserver les milieux naturels et à des volumes prélevables en très forte diminution par rapport au prélèvement actuel. Donc on va créer des contraintes très fortes sur les territoires qu'il va falloir derrière assumer. J'ajoute encore que dans ces études volume prélevables, les prélèvements, la marge d'ajustement, elle joue sur les prélèvements agricoles. Donc le message qui est renvoyé au territoire, c'est « Ah, non, l'eau potable, on ne va pas y toucher ». Ça, c'est stratégique. Donc la seule marge de manœuvre, c'est de réduire les prélèvements agricoles. Et je rajouterai, pour terminer, que l'agriculture et ses prélèvements agricoles sont essentiels au développement des territoires, et puis derrière, il y a une économie. Donc je pense qu'on va arriver assez rapidement, si on poursuit dans cette voie-là, à des situations très fortement bloquantes. D'ailleurs, on en a déjà quelques effets au niveau national. Vous avez entendu parler de protestations agricoles. L'eau n'est pas le seul sujet, mais l'eau va très rapidement devenir un sujet important. Et après, je ne suis pas agronome, mais je côtoie là dans des projets de recherche actuellement les chambres d'agriculture. Je pense que le monde agricole fait de très gros efforts pour essayer de rationaliser l'usage de l'eau. C'est un sujet qui est bien pris en compte, mais diminuer les prélèvements agricoles pour l'irrigation, c'est concrètement diminuer le revenu des agriculteurs, c'est diminuer la production agricole nationale. La France est un pays qui est plutôt bien, qui est bien placé pour produire. Diminuer la production nationale, ça voudra dire peut-être à terme avoir une France qui écologiquement ressemble au modèle qu'on voudrait, mais importer des produits agricoles produits dans des conditions et avec de l'eau qui n'est pas française. Et donc ça veut dire reporter, si on ne traite pas sérieusement cette question-là, reporter nos problèmes de gestion de l'eau et d'accès à la ressource. L'eau est une ressource aussi, ce sont des milieux naturels, mais c'est aussi une ressource indispensable à notre économie, à notre développement. À terme, on risque de reporter nos problèmes à l'extérieur de nos frontières. Donc j'ai été un peu critique, le temps est court, donc j'ai été un peu radical dans mes prises de position, mais c'est une forte inquiétude, et d'ailleurs je l'ai exprimé à mes correspondants au ministère, à l'Adréal. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse assez vite à la manière dont on gère ces questions d'accès à la ressource, et notamment pour l'agriculture dans nos territoires.
Je vais continuer avec le micro comme ça vous embête pas. Bon, je vais porter une voix qui est peut-être pas évidente dans ce qui a été évoqué pendant l'ensemble des exposés, mais voilà, moi j'ai d'abord besoin de vous porter effectivement la voix du producteur d'énergie, de l'hydroélectricien pour lequel effectivement aujourd'hui je consacre mon temps. Et effectivement, Hydro-Alpes peut déjà vous dire que c'est à peu près 1000 salariés qui produisent de l'énergie dans les Alpes du Nord, depuis la haute vallée de l'Ain jusqu'à la vallée du Drac, en passant par un petit aménagement sur le Rhône au milieu de la CNR. Donc 8200 mégawatts et 16 TWh, avec un investissement qui avoisine à peu près ces années 150 millions d'euros, c'est-à-dire on investit à peu près autant qu'on a de fiscalité. Voilà, avant c'était plus de fiscalité, moins d'investissement. Pour 127 barrages, 300 prises d'eau, 104 usines de production, donc 4 stations de transfert d'énergie par pompage. Moi, j'ai besoin de vous partager d'abord une ligne directrice, enfin, je pense, de ce qui, moi, m'anime dans ce métier-là. C'est le défi climatique qui est devant nous et nous oblige. Et l'hydraulique, aujourd'hui, c'est une énergie, évidemment, renouvelable, bas carbone, aux qualités multiples, mais qui est indispensable à la transition énergétique et écologique qui est devant nous, et que ce soit pour de l'atténuation ou pour de l'adaptation. Alors, depuis pas mal d'années, à EDF Hydro, on est impliqué dans beaucoup d'instances de concertation qui résonnent avec les exposés, quand on parle de concertation, de dialogue, et puis on peut aller plus loin, peut-être de co-construction ou de co-développement demain. On est impliqué dans toutes les instances de gestion de l'eau avec un maître mot qui est dialogue et concertation, au point d'en avoir fait un métier parmi nos collaborateurs. Parce qu'effectivement, on ne fait pas tout à fait un métier comme les autres dans des territoires où on a profondément structuré les paysages, structuré les usages, et où notre avenir passe par une coordination de beaucoup de choses. La coordination de l'eau, elle agit aussi avec des instances en place depuis plus de 30 ans, et on partage avec nos parties prenantes sur ces enjeux, où aujourd'hui, effectivement, les enjeux énergétiques, les enjeux territoriaux d'adaptation au changement, aux effets du changement climatique sont majeurs. Et en fait, parce que je vais essayer de porter un discours très positif, mais je pense qu'on ne pourra pas se dire qu'on fait tout ça depuis des années pour demain avoir une entreprise qui est résiliente aux effets du changement climatique dans des territoires qui sont plus vivables. Donc on ne pourra pas se dire qu'on ne savait pas. Donc on est vraiment, voilà, j'en reviens à ce défi climatique qui nous oblige, et il nous oblige à réussir. Donc effectivement, demain, il faut qu'on pense adaptabilité sans sacrifier ni les usages énergétiques, ni les enjeux écologiques. On cherche de la résilience, voire la résilience de la résilience. Ça devient des grands mots, voire des choses impossibles. Mais moi, je reste convaincue qu'on peut réussir surtout si on mutualise nos forces plutôt que de s'opposer. Parce qu'on a passé du temps à s'opposer. J'aurais à cœur de vous donner quelques exemples de solutions, il me semble. Si on est capable, et on a eu pas mal d'échanges aujourd'hui sur ce champ-là, de mettre en place des espaces d'intelligence collective, et pas seulement quand ça va mal, pas seulement pendant les gestions de crise, de trouver aussi des moments de partage des enjeux quand tout va bien. Et puis, quand tout va bien, être capable de se parler des sujets qui nous, par moments, qui sont des sujets de controverse, et pouvoir parler avec les gens avec qui ça peut être difficile de parler en temps de crise. Et puis, on doit accepter de discuter sur ces objets de controverse, parce que c'est pas impossible que de temps en temps, on imagine l'impensable, c'est-à-dire transformer la source de ce qui ne va pas en solution. Donc quand je parle de penser compromis, alors parfois même quand j'en parle dans l'entreprise, compromis, est-ce que c'est un mot qu'il faut utiliser ou pas, je ne sais pas. Mais pour finalement chercher cette réussite collective, nous on a un enjeu, c'est développer notre production, développer la flexibilité, le stockage d'énergie. On a des projets pour développer l'hydroélectricité dans les années à venir, quand son contexte politique se clarifiera, et on n'en a bien sûr jamais été aussi proche. Il faut qu'on s'adapte à ce défi climatique, et on pense aujourd'hui climat futur, on fait toutes nos études, nos projets en climat futur, et bien sûr il faut qu'on ait les yeux grands ouverts sur la préservation des milieux et de la biodiversité. Et pour moi ça passe vraiment aussi par un triptyque de posture qui consiste à dire il faut d'abord comprendre en face de quoi on est, aussi essayer de comprendre en se mettant dans la place de l'autre. Donc les initiatives de jeux de rôle m'ont particulièrement intéressée par rapport à ça. Et pour se comprendre, bon, bien sûr, il faut quand même objectiver et mettre la science au cœur des débats. Et puis aussi, il faut bien se faire comprendre. Je vous citerai juste puis je vais essayer de ne pas prendre trop de temps pour ne pas dépasser le timing qui m'est donné, mais j'ai un des projets que je vous énumérerai où des interlocuteurs qui étaient un de nos opposants m'a dit mais une fois que vous nous avez vraiment expliqué votre problème, peut-être qu'on l'a mieux compris, peut-être qu'on est mieux arrivé à trouver des interstices de solutions communes.
Et puis, bien sûr, il faut agir. Voilà. C'est pour ça que je voudrais, après, juste vous imager le fait de dire, voilà, il faut oser la preuve par l'exemple. Oser être dans l'action, ça veut dire oser être pas parfait. Alors, est-ce que ça veut même dire oser se tromper? C'est un peu difficile, parce qu'on est toujours, notamment en termes d'hydroélectricité, sur des projets qui embarquent des volumes financiers non négligeables. Donc, que ce soit les politiques publiques qui nous aident ou les patrons d'entreprise qui nous donnent des sous, si à la fin on dit que c'était bien, mais que ça a coûté 50 millions et que ça sert à rien, c'est quand même très compliqué. Mais je voudrais juste pointer du doigt 4 exemples, et puis après je m'arrêterai là. Un exemple un peu ancien qui est celui du barrage de Poutès, qui a fait l'objet de controverses inénarrables pendant des années sur l'opposition de style entre le saumon et le béton. Nous étant pendant longtemps arc-boutés sur le coût-bénéfice environnemental d'un saumon qui fait quelques kilomètres avant d'arriver au niveau de Poutès. Et on a fini par trouver une solution qui aujourd'hui est en œuvre et fonctionnelle, même si la population de saumon est pas très... Enfin, je veux dire, elle n'est pas croissante pour pas mal d'autres raisons, mais ce nouveau Poutès, c'est vraiment une sortie collective d'un affrontement historique. À un moment où on s'est dit, bon, de toute manière, c'est foutu, nous, on nous redonnera pas la concession dans l'État, il faut qu'on trouve des solutions. Et à ce moment-là, on a tous tombé les armes, au point d'en faire, je pense, tous une réussite collective aujourd'hui. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est les solutions qu'on essaye de trouver aussi pour faire face au fait que bon, le changement climatique, voilà, on a des captages sous glaciaires, par exemple, dans les Alpes, en dessous de la mer de glace à Chamonix. Il y a 20 ans, on a fait des travaux en se disant on est tranquille pour 50 ans, et la prise de sous glaciaire, elle est à nouveau à l'air libre. Donc, il faut trouver d'autres solutions, et ces solutions, on est en train de les trouver de façon très concrète par des prises d'eau extérieures. La concertation aura lieu, ça ne sera pas non plus qu'un sujet simple, mais il faut qu'on trouve des solutions. Et puis, j'ai parlé de STEP au sens énergie, pas au sens station d'épuration, mais au sens station de transfert d'énergie par pompage. On est convaincu qu'on a de l'optimisation forte à avoir sur nos aménagements existants, que cette fonction de stockage d'énergie et de stockage d'eau, elle peut être aussi multifonctionnelle et qu'on peut inventer des solutions nouvelles, et que peut-être on peut penser des équilibres un peu nouveaux entre les endroits où on nous demandera plus d'eau pour les milieux et des endroits où on pourrait préserver de faire plus de stockage pour l'énergie, puis peut-être aussi pour les milieux. Et puis, dernier exemple que je veux vous partager, puis on verra si ça fait l'objet de débat, on est en ce moment en train de construire une nouvelle station de transfert d'énergie par pompage sur la vallée de l'Ain, où en face d'un, je pense, 15 ans de bataille sur l'enjeu de maintenir des salmonidés sur la basse rivière d'Ain, on s'est opposé, on a joué des clivages politiques entre les Jurassiens qui voulaient garder l'eau pour du tourisme versus les gens de la région Rhône-Alpes qui préféraient avoir de l'eau pour le maintien de la biodiversité dans la rivière d'Ain. On est sorti de ce conflit, on est en train de sortir de ce conflit par une solution nouvelle qui a été de se dire finalement on a un lac énorme qui est le lac de Vouglan, qui est le 3e plus grand lac de France métropolitaine. Bon, ce lac de Vouglan, c'est sûr, c'est pas la nature avant Vouglan, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'eau qui sort de Vouglan, l'été, elle sera à 9 degrés. Et qu'à la fin, quand elle arrive au Rhône, elle peut faire beaucoup de bien, à la fois pour le soutien des tièges du Rhône, mais aussi pour les milieux sur la basse rivière d'Ain. Et finalement, si on était capable de mieux stocker dans Vouglan, on aurait encore plus d'eau pour faire plus d'énergie, pour faire du mieux au milieu et pour arriver à envisager l'avenir dans cet avenir climatique qui est compliqué. Donc cette station de transfert d'énergie par pompage nous permet de remonter de l'eau d'un affluent qu'on subissait naturellement, il donnait son eau naturelle et l'eau arrivait à l'aval de la vallée de l'Ain. Cet affluent, aujourd'hui, avait en capacité de stocker l'eau dans un grand réservoir et d'avoir un partage de ses usages. Alors c'est un gros projet de développement qui est passé dans le chat de l'aiguille de ce que l'hydraulique peut développer en ce moment, mais je pense qu'il représente assez bien le triptyque que je vous évoquais sur finalement, on peut avoir finalement une source de problème au début qui devient une source de solution à la fin pour tous. Je peux le faire là. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci de l'invitation. Je suis très très heureux de dire quelques mots à l'occasion de cette table ronde. Quand j'ai vu le titre de la table ronde, faire la paix avec l'eau, je me suis souvenu aussi de la publication que l'UNESCO a faite l'année passée au nom du système des Nations Unies, l'eau pour la prospérité et la paix. Je sais que tout le monde a eu à lire ce document-là, mais
pour mon intervention, j'aimerais convenir 3 messages. Donc, le premier message, ça concerne mieux connaître pour mieux gérer et agir. Ça, c'est mon premier message, mais je reviendrai là-dessus pour donner un peu plus de détails. Le deuxième message, la coopération est une nécessité absolue. Je sais que certains vont en parler. Je vais parler de ça parce que c'est de la dimension beaucoup plus globale, pas territoriale, parce qu'on a aussi publié un rapport l'année passée sur cette question-là. Et mon dernier message, c'est changer notre rapport à l'eau, tous. Donc, par rapport à l'éducation, mais surtout au niveau des décideurs, au plus haut niveau. Donc ça, ce sont mes 3 messages que j'aimerais partager avec vous. Le premier message, mieux comprendre pour mieux gérer, pour mieux agir. Nous avons tous été témoins de 2 événements catastrophiques récemment. En Espagne, à Valence, et tout récemment en Argentine, à Bahía Blanca, où en quelques heures, la pluie d'1 année est tombée. Il n'y a aucun système, je me parle sous le contrôle de EDF, il n'y a aucun système hydrologique qui peut résister à ça. Aucun. Et on sait déjà, depuis un certain nombre d'années, que la stationnarité est morte. J'ai un papier sur ça. Or, on sait que toutes nos hypothèses de construction des ouvrages est basée sur cette question de stationnarité. Donc, il va falloir continuer à creuser pour mieux comprendre le cycle de l'eau. Et ça, c'est le mandat du PHI, comme vous le savez. J'amène ça ici parce que c'est une académie des sciences, c'est la connaissance. Il faut qu'on continue à pousser à améliorer cette connaissance-là. Nous, au niveau de l'UNESCO, nous avons déjà à mettre en place des outils parce qu'on ne doit pas atteindre le meilleur modèle pour agir. Ça aussi, c'est notre principe. Mais on a des approches qui permettent d'intégrer les incertitudes du futur dans la planification. On a un outil qu'on appelle CRIDA, c'est une appellation en anglais, Climate Risk Informed Decision Analysis, qui permet aux communautés, à tout celui qui gère un système hydrique, de pouvoir, c'est une méthodologie, intégrer la dimension incertitude future. Et aussi toutes ces questions de early warming que vous avez parlé, un système d'alerte. Donc ça, c'est vraiment un message. Ça, c'est quelque chose de sérieux. Il faut vraiment que les États prennent ça au sérieux. D'ailleurs, comme vous le savez, cette année, la journée mondiale de l'eau, c'est sur les glaciers. Les glaciers sont en train de se fondre à un rythme accéléré, en train de déverser l'eau très rapidement en aval pour des usages qu'on se connaît, et qui seront de moins en moins disponibles quand on va avoir besoin de l'eau. Donc, mieux connaître, mieux agir. Je sais que j'ai très peu de temps. Le deuxième message, la coopération est une nécessité absolue. Déjà, quand on parle de territoire, on parle de la coopération entre les usages. Mais moi, je parlerai beaucoup plus de la coopération trans-territoire, transfrontalière entre les États. Parce que ça a une implication aussi par rapport au niveau local. Donc, comme vous le savez, il y a un indicateur qui est dédié à suivre dans le monde quelle est la progression de la coopération transfrontalière. Malheureusement, les chiffres ne sont pas bons. Et comme vous le savez, on a 153 pays dans le monde qui partagent avec un ou deux de leurs voisins ou plus leurs ressources en eau. Et 313 rivières internationales, 468 aquifères partagés. Avec tout ça, le rapport qu'on a publié l'année passée, c'est le 3e rapport de l'ODD, l'indicateur 6.5.2, c'est la coopération transfrontalière. Il y a 43 pays qui ont pu mettre en place des systèmes de coopération opérationnels avec leurs voisins, où ils ont couvert 90% du territoire en question. Donc, c'est très peu par rapport au nombre. Donc, la tendance, c'est que d'ici la fin de l'agenda,
seulement un tiers des pays pourront atteindre ces 90% du seuil qu'on s'est mis. Donc c'est pour vous dire qu'il y a du travail. Entre les différents rapports, ça c'est le troisième, il y a une augmentation de l'ordre de 8 à 9 nouveaux pays qui permettent d'avancer sur cette coopération-là. Mais il y a énormément de travail sur cette question. Je finirai, je sais que d'autres vont en parler, je finirai sur l'autre question qui concerne nous tous, sur la question de sensibilisation. Changer notre rapport vis-à-vis de l'eau. Beaucoup de gens pensent que l'eau, c'est un acquis. Oui, pour beaucoup de gens, c'est un acquis. Mais quand on sait là où ça a des conséquences dramatiques, on doit réfléchir sur notre relation par rapport à l'eau. Donc, toute cette question de sensibilisation, pour nous, est capitale. Et on le fait de façon globale, comme vous le savez, à travers les Journées mondiales de l'eau, à travers des décennies. Donc, comme je dis, cette année, la Journée mondiale de l'eau qu'on va fêter le 21. Normalement, la journée, comme vous le savez, c'est le 22. C'est un samedi, mais on va la fêter le 21 de concert avec la première journée mondiale des glaciers. Les deux, on les a combinés parce qu'il y a une nouvelle journée des glaciers. Et on va fêter ça le 21 de ce février, là, oui. Non, mars, sorry. Après-demain, au siège de l'UNESCO. Venez, vous êtes invités pour cette célébration-là. Et ça nous permet vraiment d'ancrer cette notion de changement de mentalité. Je vais finir aussi sur un autre processus qui est très important, qui est très politique, c'est le processus des conventions des parties, des conventions environnementales. La COP, changement climatique, la COP biodiversité et la COP désertification. L'eau a un rôle central dedans. Je sais qu'on a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, on a de plus en plus une reconnaissance au niveau de ces conventions-là. On commence à comprendre que l'eau est l'élément intégrateur de ces discussions-là. Et nous sommes très satisfaits vraiment de ce fait que maintenant, au niveau de la COP changement climatique, l'eau est de plus en plus prise au sérieux dans les négociations. Donc, on doit changer les esprits au plus haut sommet. Parfois, je dis aux gens, parfois les catastrophes sont des opportunités pour une meilleure prise de conscience des décideurs. Pour vraiment qu'ils sachent que ce problème-là, c'est un problème sérieux. Il faut mettre les moyens pour répondre correctement. Merci. On l'a vu, l'eau est une source de vie, bien évidemment. L'eau sauve des vies en lui permettant de lutter contre les incendies. Mais l'eau aussi est une tueuse. Elle tue quand il n'y en a pas assez ou quand il n'y en a pas du tout. On connaît les sécheresses qui se multiplient à travers le monde. Et l'eau tue également quand il y en a trop. On connaît également la gravité des inondations qui sont de plus en plus fréquentes. Mais l'eau a un autre défaut. Elle provoque des tensions à l'intérieur des pays, entre les provinces, et elle crée parfois des conflits entre les pays. L'eau peut être une cause de guerre. Dans la plupart des cas, les causes de guerre sont multiples. Je constate qu'auparavant, il n'y a pas eu de guerre causée par l'eau, ou très peu en tout cas. Tout simplement, c'était dû au fait que les ressources paraissaient illimitées et les populations, évidemment, étaient extrêmement peu nombreuses. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a une confrontation qui risque de se produire entre pays frontaliers, d'une part, riverains. Il y a des conflits dus aux frontières, quand les cours d'eau servent de frontières. Mais la plupart des conflits qui existent entre pays ont lieu entre les pays amont et les pays aval. Et j'en citerai simplement quelques exemples. Par exemple, la volonté d'Israël de contrôler le Golan s'explique évidemment par des considérations stratégiques. À partir du Golan, on peut surveiller, voir ce qui se passe dans le sud de la Syrie. Et à fortiori, évidemment, à contrario, les Syriens n'étant pas au Golan, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe dans le nord d'Israël et en Galilée. Mais il y a également un aspect hydraulique dans au Golan, car au Golan se trouvent plusieurs sources du Jourdain. En ce qui concerne maintenant le Cachemire, vous savez que c'était un lieu de confrontation entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan réclame l'ensemble du Cachemire, parce que le Cachemire est essentiellement peuplé de musulmans, mais il y a également là une dimension hydraulique, car l'Indus traverse le nord du Cachemire et les principaux affluents
de l'Indus traverse également la partie indienne du Cachemire. En ce qui concerne la Chine, on a le même problème. La Chine revendique certaines régions de l'Himalaya, tout simplement aussi à cause du potentiel que ces régions recèlent. Parlons également de ce qu'on connaît bien, le conflit qui a eu lieu et qui a lieu toujours entre l'Égypte et l'Éthiopie. L'Égypte est un pays qui évidemment dépend du Nil, et l'Égypte a été préoccupée par la construction du barrage de la Renaissance par l'Éthiopie. L'Égypte, à un moment, a envisagé d'attaquer le barrage, de le détruire par des attaques aériennes. Une intervention terrestre ne pouvait pas se faire car il n'y a pas de frontière commune entre l'Égypte et l'Éthiopie, mais il y avait une possibilité évidemment d'intervention aérienne. L'Égypte n'est pas intervenue militairement, bien que elle est quand même intervenue militairement de manière indirecte, en soutenant les rébellions du Tigré, de l'Érythrée, contre le gouvernement central d'Addis Abeba. Car l'Égypte pensait que l'Éthiopie allait être préoccupée pour régler ses problèmes territoriaux et allait consacrer moins d'attention à la construction du barrage. L'Égypte pensait aussi que l'Éthiopie n'aurait pas assez d'argent pour construire ce barrage. Donc vous voyez bien que dans ce différend entre les deux pays, il y a évidemment l'eau qui joue un rôle essentiel. En ce qui concerne maintenant le conflit en Ukraine, bien évidemment, l'eau n'est pas la cause de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais il y a là aussi une dimension hydraulique, car il y a un canal qui alimentait en eau la Crimée. Et lorsque l'Ukraine a cessé l'alimentation en eau à partir de ce canal, évidemment, la Russie a cherché à récupérer le contrôle de ce canal, ce qu'elle a fait en priorité. Donc le canal, maintenant, alimente à nouveau la Crimée. Alors j'en arrive maintenant au dernier point que je voulais souligner. D'une part, donc, je l'ai dit, l'eau peut être une cause de guerre, mais elle sert aussi à faire la guerre. Les barrages, les centrales hydroélectriques, les canalisations, les ponts sont des cibles de choix. Et puis maintenant, comme autre cible de choix, il y a évidemment les usines de dessalement. Et tous ces points peuvent être détruits, bien sûr, militairement, mais aussi les manières modernes d'attaquer contre ces infrastructures hydrauliques par le cyber. Autre point possible également, c'est que les pays amont possèdent la possibilité, par rapport aux pays aval, de procéder à des lâchers massifs d'eau en cas de tension ou encore à fortiori en cas de conflit. Le problème peut se poser, par exemple, dans l'Himalaya. La Chine a la possibilité, à partir de ses barrages construits au Tibet, de procéder à des lâchers massifs d'eau en cas de tension ou à fortiori en cas de conflit avec l'Inde. L'Inde, d'ailleurs, a même la possibilité de le faire à l'égard du Pakistan. Les pays amont, bien sûr, ont un avantage dans ce domaine. L'eau, vous le voyez, peut servir de manière offensive. Elle sert évidemment aussi de manière défensive. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire où des zones entières ont été inondées pour empêcher les ennemis, des armées ennemies de progresser. Les armées de Louis XIV, par exemple, ont été gênées par l'inondation des polders par les Néerlandais. Plus récemment, lors de guerres entre l'Inde et le Pakistan, eh bien, l'Inde a inondé des zones complètes à partir des affluents de l'Indus, et des unités blindées pakistanaises ont été complètement englouties, n'ont pas pu progresser. Alors, en conclusion, je dirais que ces implications de l'eau vont augmenter probablement, tout simplement parce que les populations continuent d'augmenter, pas partout dans le monde, mais dans certaines régions, dans beaucoup de régions, l'Afrique, l'Asie. Et puis, les ressources, évidemment, ont tendance à diminuer en quantité et en qualité. Je crois que les conflits dus à l'eau sont du domaine du possible, malheureusement, maintenant. Je crois d'ailleurs que quand même, les tensions se manifesteront surtout au niveau local. Les tensions seront probablement plus importantes dans un premier temps au niveau des nations, entre les provinces, plutôt qu'entre les pays, entre les États. Plus on descend de la chaîne hiérarchique administrative, plus les conflits risquent d'être fréquents et violents, au niveau des villages, au niveau des communes, au niveau des provinces et ensuite au niveau des pays. Voilà les messages que je voulais transmettre, messages peut-être pas très rassurants, mais qui me semblent, hélas,
refléter une certaine réalité. Je tiens tout d'abord à remercier notre secrétaire perpétuel, professeur Dominique Barjot, aussi le président de l'Académie de l'eau, Jean-Louis Oliver, et Monica Cardillo, secrétaire générale de l'Académie, pour m'avoir invité à ce panel prestigieux avec les éminentes personnalités. C'est un honneur pour moi de partager avec vous mes expériences en tant qu'ingénieur concepteur d'ouvrages techniques, en tant que diplomate de l'eau, négociateur durant 30 ans sur des bassins transfrontaliers très complexes avec des pays totalitaires comme la Syrie, d'autres pays, la Turquie, avec Israël sur le bassin du Jourdain. J'ai toujours considéré durant ma carrière, 30 ans peut-être jusqu'à maintenant, j'ai commencé ma carrière à 25 ans en France, après au Liban, puis à Chypre et en France. J'ai toujours considéré que l'eau est une source de paix, est une source qui lie les hommes entre eux, et que l'eau devrait être aussi un vecteur de coopération entre les nations. C'est la raison pour laquelle, après les négociations assez difficiles et ardues sur l'Oronte, un bassin assez complexe dans le cadre d'un régime totalitaire, la Syrie, j'ai été chargé en 1999 à négocier sur l'Oronte suite à un accord perdant-gagnant, perdant pour le Liban, gagnant pour la Syrie, et j'ai dû faire et investir d'énormes efforts pour convaincre la Syrie afin d'adopter les textes onusiens pour arriver à conclure un accord gagnant-gagnant. Donc le message, ou bien les messages que je souhaiterais faire passer ce soir, c'est l'hydrodiplomatie. L'hydrodiplomatie étant une nouvelle forme de gouvernance multidimensionnelle qui repose tout d'abord sur un processus technique. C'est le processus de l'ingénieur. Les ingénieurs devraient discuter ensemble, voir comment il va falloir concevoir l'avenir du bassin transfrontalier afin de garantir la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire des générations futures. Concevoir aussi les ouvrages en prenant en considération le changement climatique qui va impacter les ressources en eau et qui va impacter aussi cette sécurité alimentaire qui nous est bien chère. C'est la raison pour laquelle, dans ce processus technique, il va falloir tout d'abord se baser sur la base de données. Une base de données franche à distribuer entre les nations, entre les pays, à discuter entre ingénieurs afin de mieux concevoir les ouvrages hydrauliques et afin de mieux gérer le bassin transfrontalier. Il va falloir aussi, avec cette base de données, utiliser des outils informatiques. Maintenant, il y a un développement inouï dans le cadre des outils informatiques. J'aimerais relater l'outil que nous avons mis au point dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, l'outil Strato, qui est actuellement un outil qui est géré par le CEREMA et quelques agences de l'eau en France. Donc, ces outils vont favoriser l'aide à prendre une décision par les décideurs politiques. Donc, le processus technique est un processus très important pour entamer toute négociation. Le second processus est un processus institutionnel. Si on n'arrive pas à créer des agences de bassin, des agences régionales de bassin, de mettre tous les pays riverains autour d'une table, de discuter ensemble de l'avenir de ce bassin, on ne pourra jamais arriver à une solution gagnante-gagnante dans une négociation. C'est pour cette raison qu'il va falloir aborder le processus institutionnel en se basant sur les textes onusiens. Les textes onusiens, il y a le texte de l'UNES pour l'Europe, c'est le texte d'Helsinki, 1992. Maintenant, ce texte onusien qui est basé avec un secrétariat à Genève, c'est ouvert au monde entier.
Le premier pays du Moyen-Orient qui a voulu intégrer ce secrétariat, c'est le Liban. Malheureusement, à cause des événements, on n'a pas eu l'occasion de rentrer dans le concept de l'UNES de 92. Pourtant, j'avais organisé 2 séances au Sérail avec le Premier ministre et tous les acteurs afin qu'on soit le premier pays du Proche-Orient à épouser ce texte-là. Le second texte, c'est le texte onusien de 1997 qui prône le partage équitable et l'utilisation raisonnable de la ressource. C'est un concept important qui doit être lié directement au processus technique qui arrive à l'amont. Comment mettre et en fait exécuter ce concept de partage équitable et d'utilisation raisonnable si on n'a pas une base de données, si on ne sait pas quels sont les besoins de chaque pays riverain en matière de périmètre et de développement agricole, en matière de développement du secteur d'eau potable et aussi du secteur industriel. Et en dernier, j'arrive au message important, c'est le processus diplomatique et politique. Comment concevoir une convention, comment concevoir un accord entre les pays riverains en se basant sur des bienfaits économiques, des bienfaits sociaux. Donc le cheminement de l'hydrodiplomatie, c'est aboutir à un accord gagnant-gagnant entre les pays riverains et penser à sécuriser les générations futures. Quelques recommandations avant de conclure. La première recommandation que je souhaiterais donner, et j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec M. Abou Amani à l'UNESCO, en tant que président du Conseil hydrologique intergouvernemental, nous avons publié la stratégie de l'eau numéro 9, qui couvre toute la période jusqu'en 2030. Et dans cette stratégie, nous avons conçu une priorité très innovante, c'est faire le lien entre la science et la gouvernance. Nous, scientifiques, on travaillait seuls toujours. Et les experts en politique de l'eau travaillaient aussi seuls. Or, maintenant, on est en train de joindre les efforts pour faire ce lien entre la science, la base de données et la gouvernance. La deuxième recommandation, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est appliquer les conventions onusiennes. Il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à conclure la paix hydrique sans se baser sur ces textes onusiens. Et Monica est une grande experte en gouvernance. Elle peut sûrement nous éclairer sur ces textes-là. Et la dernière recommandation, celle qui a été présentée par Abou, renforcer la coopération. C'est notre travail au quotidien à l'UNESCO, renforcer la coopération et la coordination entre les pays partageant des ressources en eau transfrontalières en créant des entités de gestion inclusives et transparentes. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous tous. J'ai envie peut-être juste de rebondir sur certains de vos propos. Et Eric, je pense que la question que tu poses sur la priorité donnée à l'agriculture et au modèle de développement agricole est centrale. Moi, je me souviens, dans certains précédents séminaires, on expliquait qu'on sait très bien faire une agriculture beaucoup plus économe en eau. Le problème, c'est qu'elle rapporte moins. Et donc, qui va payer? Et voilà. Et on en revient là. Qui va payer? Les agriculteurs qui auront moins de bénéfices. Tu as dit, Eric, que les études sont quelquefois inutilement complexes. Et je rajouterais, et en plus, on ne sait pas en communiquer les résultats. Monsieur Comer disait qu'il était capital de dialoguer entre scientifiques et gouvernement. Ça sous-entend aussi probablement de la part des scientifiques que l'on sache mieux communiquer entre nous, collaborer entre nous, de façon à ce que nos paroles soient bien défendables, ne soient pas attaquables, et en plus communiquer les résultats, c'est un point très sensible. Et je voulais juste lancer un petit mot provocateur. Il y a un mot tabou qui a été prononcé une fois ou deux fois, je crois, dans la discussion, c'est démographie. Donc il y a un tabou à parler démographie. Monsieur Sambo, dans sa présentation, l'a évoqué. Quelqu'un l'a évoqué en posant une question. Voilà, c'est sûrement un côté tabou, parce que ça touche à des côtés religieux et culturels, mais dans nos débats sur l'eau, c'est sûrement un sujet central aussi. Donc avez-vous des questions ou des remarques que vous voudriez rebondir sur ceux de vos collègues?
Je souhaitais réagir sur le point concernant la démographie. En fait, il faut associer la démographie aussi au transport massif de population. C'est très important des pays qui sont en guerre. Par exemple, je donne l'exemple de la Syrie. Le Liban a accueilli 2 millions de réfugiés. C'est très bien que la population libanaise est de 4,5 millions, viennent s'ajouter 2 millions de réfugiés. Donc toute la quote-part qu'on a négociée avec la Syrie pour arriver à un accord gagnant-gagnant est en train d'être consommée par les Syriens qui sont au Liban. Donc il faudrait penser aux réfugiés, il faudrait penser à cette dynamique de transfert de population qui est liée au conflit, mais qui est liée à l'ennemi numéro un, c'est le changement climatique. Avec le changement climatique, il y aura de plus en plus de transferts de population du sud vers le nord, ou bien, comme l'a dit le général Lamballe, les conflits en interne au sein d'une nation vont s'exacerber de plus en plus aussi. Je voudrais faire une remarque concernant ce que Fadi Comer a dit au sujet de la Convention des Nations Unies de 1997. Convention qui est entrée en vigueur en 2014, après la ratification par le Vietnam. C'est une convention effectivement capitale, qui a une portée universelle, qui joue d'ailleurs entre les nations, mais qui peut également être applicable au sein des grands pays pour les relations, par exemple, entre les provinces. Mais il se trouve que cette convention, qui est donc en vigueur, très importante, n'a pas été signée par 3 pays importants, je dirais. Le Burundi, c'est un peu symbolique, mais c'est la naissance du Nil blanc. Et surtout, la Turquie ne l'a pas signé. La Chine ne l'a pas signé. Ce qui veut dire que la Turquie et la Chine peuvent exploiter leurs ressources en amont comme elles le veulent, et c'est ce qu'elles font. La Chine est en train de construire des barrages importants au Tibet. Un grand projet est en train de prendre forme au Brahmaputra, sur le Brahmaputra, à l'endroit où le Brahmaputra fait une courbe vers le sud pour se diriger vers la province de l'Arunachal Pradesh en Inde. Donc vous voyez que cette convention, bien qu'elle soit importante, n'est malheureusement pas applicable à tous les pays du monde, parce que certains pays majeurs, Turquie en particulier, et Chine, ne l'appliquent pas. Pour rebondir ce que Alain vient de présenter, je reviens à l'époque de 2012, on s'est réunis à Barcelone pour ratifier la stratégie de l'eau de l'Union pour la Méditerranée. Et comme les rédacteurs étaient Philippe Guettier et Fadi Comer, on avait fait référence à la Convention des Nations Unies 1997. Comme l'a évoqué Alain Lamballe, la Turquie et Israël n'ont pas voté cette stratégie du fait qu'on avait fait référence à la Convention 1997. C'est malheureux, regardez les conséquences avec le projet du Gap, les barrages, Bagdad qui est sans eau, qui souffre énormément, la Palestine, la Jordanie, même Israël, qui est rentré dans un système de dessalement massif qui est très coûteux. Or, si on aurait appliqué cette convention des Nations Unies, on aurait pu arriver à consolider la paix hydrique et puis aussi assurer un partage équitable et consolider la paix entre les nations. Je voudrais rajouter un mot concernant les relations entre pays dans le domaine hydraulique. Il y a bien sûr cette convention de 1997, mais il y a aussi des accords régionaux, des accords bilatéraux. Il y a 2 accords, à mon avis, importants qu'il va falloir suivre de très près. Vous savez que depuis 1960, il existe un accord de partage des eaux entre l'Inde et le Pakistan. Un accord d'ailleurs assez particulier qui ne partage pas l'eau entre l'amont et l'aval, mais qui attribue certains cours d'eau au Pakistan et d'autres à l'Inde. Cet accord a une durée illimitée, mais il se trouve que l'Inde veut le remettre en question, parce que les relations politiques, évidemment, entre les 2 pays sont très mauvaises. Si les relations politiques, de manière générale, sont trop mauvaises entre l'Inde et le Pakistan, ça se répercutera évidemment dans le domaine de l'eau. Donc il est à craindre là qu'il y ait un problème majeur dans le domaine hydraulique entre l'Inde et le Pakistan. Autre problème également en Asie du Sud, il existe un accord de partage des eaux de du Gange, entre l'Inde et le Bangladesh. Contrairement à l'accord sur l'Indus, cet accord sur le Gange n'est valable que 30 ans. Il a été signé en 1996, ce qui veut dire que l'an prochain, il sera remis en question. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Les rapports entre l'Inde et le Bangladesh se détériorent depuis le changement de régime à Dakar. Donc il y a un problème majeur qui risque de se produire entre ces 2 pays.
Merci d'évoquer cette question de coopération qui est vraiment capitale hein, pour nous à l'UNESCO. Comme vous le savez, l'UNESCO a été créée suite à la Seconde Guerre mondiale pour changer les mentalités des hommes et des femmes à travers la science, la culture et l'éducation, pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre, mais qu'il y ait de paix entre les nations, entre les peuples. Pour nous, au niveau de l'UNESCO, nous réellement poussons pour que l'eau soit au cœur de la coopération. L'eau est un catalyseur de coopération. C'est vrai qu'il y a des tensions dépendamment des situations, mais nous poussons vraiment à ce que cette question de coopération soit prise en compte au plus haut sommet des États. Donc c'est pour ça que pour nous, la question de sensibilisation est vraiment fondamentale. La sensibilisation pour montrer de bonnes pratiques. On a de bonnes pratiques. Je pense que chaque fois, moi, je cite l'exemple du Sénégal, hein, l'exemple de l'OMVS, qui est un excellent exemple de coopération transfrontalière, où des États unissent leurs forces, leurs moyens, pour une gestion intégrée et paisible, où chacun trouve son compte. C'est possible. Et nous, je pense que c'est vraiment le message qu'on pousse dans toutes nos interventions, nos actions, et à travers donc le PHI, qui est un programme scientifique d'abord, pas un programme politique. Nous, on fait la promotion de cette coopération d'abord à travers les scientifiques des différents pays. Parce que les scientifiques ont beaucoup plus de facilité à pouvoir échanger, discuter. Et nous pensons que c'est une première étape, mais définitivement, la sensibilisation au plus haut niveau des États membres est indispensable pour que, comme disent les médias, l'eau ne soit pas à la cause de la Troisième Guerre mondiale. Parce que nous, à l'UNESCO, nous pensons que l'eau est un catalyseur de coopération. Et nous devons continuer à pousser dans cette direction. Si je pose une question sur le niveau local, au niveau local, il y a des cas où ça se passe très bien. J'ai cru comprendre que sur la Durance, par exemple, les discussions entre les différents usagers des eaux de la Durance fonctionnent très bien. Et si on prend à l'opposé le cas des réservoirs, il y a d'un côté le cas des bassines qui crispent tout le monde et font monter les baïonnettes au créneau, et d'autre côté, le cas des réservoirs pour stocker l'énergie, qui eux, je pense, enfin du moins j'en ai l'impression, suscitent un peu moins de débat. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? On va se rapprocher du micro. Bon, c'est vrai que moi, je vous ai écouté avec passion et on sent quelque part quand même une gestion de l'eau en France, même malgré tous les sujets de controverse qu'on peut évoquer, qui est quand même un terrain d'entente plus aisé que ce que vous avez évoqué. La Durance, bon, par nature, a été conçue pour le partage de l'eau et donc effectivement fait face quand même aujourd'hui aussi à des situations vis-à-vis du changement climatique qui sont notoires et qui renforcent déjà son ADN de concession. Merci. Ouais, mais j'aime autant rester droite. Donc renforce son ADN de concession multi-usage, mais renforce aussi le caractère indispensable de la concertation et du dialogue au plus près des parties prenantes. Après, sur la création de réservoirs, y compris sur la notion de bassine, je ne sais pas si j'ai matière à m'exprimer, on sent bien que c'est des sujets très polémiques. La meilleure utilisation de nos réservoirs existantes, moi je pense, est un sujet qui peut faire consensus assez facilement. La création de nouveaux grands réservoirs pour faire de l'hydroélectricité serait quand même un sujet de dialogue notoire, je pense. Pour autant, la capacité qu'on a aujourd'hui à améliorer, enfin à faire perdurer l'existant, à le maintenir, à le développer, pour augmenter ses capacités, à doubler finalement la capacité d'une steppe dans l'Aveyron par exemple, en termes de capacité de pompage et de stockage, je pense effectivement qu'on a matière à réfléchir à des aménagements qui sont au cœur du triptyque que j'évoquais, c'est-à-dire évidemment aller vers de grands chantiers, et c'est quand même ce qu'on fait en particulier sur la vallée de l'Ain en ce moment, ça reste compliqué.
Et ça reste un sujet où la concertation, telle qu'elle a été évoquée autour du FLUMEC, est déjà aussi un sujet de chantier important, mais moindre que ce qu'on évoque là, est absolument nécessaire. Donc, ça a été dit aussi dans les exposés, on est le fruit d'une histoire. Et je pense qu'effectivement, on sait toujours mieux où on va quand on regarde d'où on vient, mais voilà, sans vouloir peut-être refaire complètement ou réexpliquer cette histoire au profit de sujets de controverse, je pense que sur l'hydroélectricité, on a encore du potentiel en France, et du potentiel qui relève essentiellement de l'amélioration de l'existant et pas de création de grosses infrastructures de réservoirs, qui pourrait peut-être être envisagé, mais dans une concertation qui serait sans doute complexe et qui rejoindrait certains niveaux de controverse que vous avez évoqués. Je ferai deux remarques. D'abord, un petit terme de vocabulaire. Priorité à l'agriculture, pas forcément. Je crois que la question de la répartition de l'accès à la ressource, elle se pose, c'est une question politique. En revanche, l'agriculture, l'usage agricole de l'eau est absolument fondamental. Je vais dire une banalité que tout le monde connaît, mais au niveau des prélèvements, l'usage agricole représente 70 à 80% des prélèvements, et à la plus mauvaise période, généralement, aux périodes où l'eau est la moins abondante. Donc on comprend bien que l'usage agricole, il est clé dans la question de l'accès à la ressource. Et ça, on peut l'arbitrer. Et l'accès à l'eau en agriculture, tu l'as dit, ça conditionne le revenu des agriculteurs. À l'échelle mondiale, les surfaces irriguées, c'est 20% des surfaces agricoles, et c'est 40% des revenus agricoles. Donc ça veut dire que le revenu sur une surface irriguée, c'est 3 à 4 fois le revenu sur une surface non irriguée. Donc il y a un vrai enjeu économique pour les exploitations, mais il y a aussi un enjeu quantitatif. Donc l'accès à l'eau, ça va conditionner les quantités d'aliments. C'est l'alimentation qui est derrière qu'on va pouvoir être en capacité de produire. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en disant qu'en France, se priver de l'accès à l'eau pour l'agriculture, c'est à un moment donné, on parle de souveraineté alimentaire, je ne sais pas si c'est la question de la souveraineté, mais au moins la capacité à produire la nourriture nécessaire aux Français, on n'en aura plus. Je voulais revenir sur la Durance, et je vais faire une petite pirouette. La Durance, c'est un bassin qui est très fortement aménagé. Il y a un grand barrage, Serre-Ponçon, 1,2 milliard de mètres cubes d'eau disponible. Au passage, pour documenter, il faut avoir des ordres de grandeur en tête. 1,2 milliard de mètres cubes, c'est 350 mm d'écoulement net annuel sur le bassin amont de la Durance. La Durance, le barrage de Serre-Ponçon intercepte, contrôle la moitié de l'écoulement du bassin versant amont de la Durance. Gardez-le en tête, 350 mm. Voilà. Et c'est ce qui fait que sur la Durance, comme c'est aménagé, comme on a cette ressource, alors sauf en 2022 où on a vraiment dû vider le barrage, on est dans une situation qui est relativement confortable avec cet amortisseur qui est le barrage de Serre-Ponçon, qui est un véritable, c'est le château d'eau de toute la région. Et je reviens aux bassines. On ne peut pas, dans le même temps, dire aux agriculteurs, on va diminuer vos capacités de prélèvement en été. Sur les Deux-Sèvres, en 20 ans, les autorisations de prélèvement étaient divisées par 2. Donc, pour la bonne cause, parce qu'effectivement, on avait des surexploitations, notamment des eaux souterraines. On ne peut pas, dans le même temps, dire aux agriculteurs, vous ne pouvez pas prélever en été, et les empêcher de mettre en place des dispositifs qui leur permettent de disposer d'eau. Donc, des réserves de substitution. Donc le fameux Sainte-Soline, c'est dans les Deux-Sèvres. C'est pas tout à fait étonnant que dans ce secteur où il y a une très très forte pression sur les prélèvements d'eau, les agriculteurs se soient tournés vers des solutions qu'on a toujours utilisées. Serre-Ponçon, c'est un barrage de substitution. Sainte-Soline, c'était 7 réservoirs. Le prélèvement sur le bassin amont, 3 mm. Donc là, je pense qu'on est un peu incohérent. C'est-à-dire que on regarde le Serre-Ponçon, 350 mm. Les grands lacs de Seine, c'est à peu près, donc c'est 800 millions de mètres cubes, ça représente 120 mm d'écoulement captés par les grands barrages de Seine. C'est Paris, c'est les citadins, et quand dans la campagne on veut prélever et stocker 3 mm, ça devient une affaire d'État. Donc là, je crois qu'il faut quand même qu'on raisonne et qu'on réfléchisse et qu'on revienne aux ordres de grandeur. Merci. Alors, je crois qu'il y avait une question là, monsieur. Bonjour, Olivier Gillard, toujours de l'AFD. C'est pas vraiment une question, mais c'est un commentaire en écho à la discussion qui vient d'avoir lieu.
en matière d'agriculture et d'économie d'eau en irrigation, on a quand même des solutions à disposition des agriculteurs aujourd'hui, notamment l'agroécologie et plus particulièrement l'agriculture de conservation des sols, qui permet, outre l'économie de l'eau d'irrigation, d'améliorer la productivité, de réduire les besoins en tracteurs, etc. Et donc, si on arrive à accompagner les deux, on peut sans doute répondre à la question sans créer des conflits supplémentaires sur ce sujet-là. Et l'autre remarque que je voulais faire, un commentaire à Monsieur Amani, vous citiez le cas de Valence en Espagne, en invoquant plutôt le facteur aléa qui avait été particulièrement important ce jour-là. Il n'était pas très différent de ce qui s'était passé à Nîmes en 88 ou à Vaison-la-Romaine en 92. Mais le vrai problème à Valence, c'est l'occupation des sols et la manière dont ils avaient urbanisé autour de ce cours d'eau. Et avant d'incriminer le climat et la météo, il faut peut-être aussi se poser la bonne question sur comment on aménage les espaces pour tenir compte de ces contraintes hydrauliques. Oui, peut-être pour continuer sur la question des usages agricoles, mais en reprenant la question, en faisant le lien avec la question du tabou dont Pierre-Louis parlait, la démographie serait un tabou, mais Chantal ce matin et Marie Jacquet nous ont parlé d'un autre tabou. Elle est la spécialité des sciences sociales, c'est de regarder les tabous. Et il y en a un qui porte sur, au fond, nos consommations en tant que société développée. C'est-à-dire que la pression hydrique, elle a le mérite, cette terminologie, d'être symétrique. C'est-à-dire que sur la Durance, c'est bien aussi l'intensification, par exemple, du tourisme qui pose problème dans ces usages. Il y a bien des pressions de nos sociétés et des choix de société que nous avons faits, qui sont peut-être à remettre en question. Et peut-être que la question de la ressource eau doit être mise avec toutes les autres ressources. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais je pense au rapport du Shift Project sur le plan de transformation de l'économie française qui concerne l'agriculture et qui envisage une transformation radicale de l'agriculture, 1 million d'emplois en plus pour une agriculture qui serait beaucoup plus manuelle et pas uniquement sobre en eau, mais sobre en énergie aussi. Je suis d'EDF, je sais de quoi on parle, mais aussi beaucoup moins émettrice en gaz à effet de serre. Et donc, voilà, est-ce qu'il ne faut pas mettre aussi en discussion tous les tabous, en effet, c'est-à-dire mettre aussi en discussion ces choix. Il n'y a pas de raison, en effet, que les agriculteurs soient le seul point d'aboutissement des contraintes qui doivent porter sur l'ensemble de la société. Alors, c'est pas botter en touche que de faire ça, mais c'est de dire qu'il me semble qu'il faut prendre au sérieux le caractère systémique de ces questions et les mettre en discussion. Oui. Moi, j'ai une petite réticence, excusez-moi monsieur, mais avec les Yaka Faucon. Parce que j'ai travaillé pendant 30 ans dans le sud-ouest, je connais bien l'agriculture du sud-ouest, j'étais responsable de la statistique agricole, et puis j'ai travaillé aussi à l'étranger, en Chine notamment. Si vous êtes agriculteur dans le sud-ouest, si vous n'avez pas d'eau, et si votre femme ne travaille pas, sauf si vous êtes dans la viticulture, vous êtes foutu. Alors, je ne suis pas agriculteur, monsieur, je pense que vous n'êtes pas non plus, mais je me garderai, je connais, et je pense que les théories sur l'agroécologie sont extrêmement intéressantes, il n'y a absolument rien contre, mais ça n'est pas le miracle. De même que l'irrigation au goutte à goutte n'a pas été le miracle pour irriguer le maïs ou d'autres cultures de plein champ. Donc moi je voudrais simplement, parce que je travaille sur le lexique de l'eau, et c'est pas rien, si vous voulez, c'est 700 pages d'un truc qui permettrait aux gens de se comprendre. Je pense qu'il faudrait arriver à modérer, je parle de modération et de modérateur, à modérer le conflit entre les écolos, pour faire court, et les irrigants. Il me semble que c'est une nécessité nationale, c'est une urgence nationale, sinon on aura encore des morts. Voilà. Oui, moi je voulais aller un peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'effectivement, Olivier a tout à fait raison. On a actuellement des technologies. D'ailleurs, ça ne revient pas à revenir à l'agriculture de nos grands-parents, mais l'agriculture progresse, les techniques agricoles progressent. Nos agriculteurs sont de plus en plus techniques.
ils maîtrisent de plus en plus ce qu'ils font, et l'agroécologie offre une voie qui permet effectivement de limiter les consommations en eau, et ça doit évidemment être une partie de la réponse à la question. Mais il faut éviter la pensée magique qui dit on a les solutions, on va les mettre en œuvre, on a résolu le problème. On met le monde agricole face à quelque chose d'impossible. Je ne connais pas de système qui soit parfaitement efficace, je ne connais pas de système où tout le monde a des pratiques parfaitement vertueuses. Quand on demande aux citadins de faire des économies d'eau, combien sont capables de les mettre en œuvre? Quand on demande aux citadins de changer leurs habitudes de transport, combien abandonnent la voiture pour les transports en commun? Donc il faudrait qu'on soit un peu raisonnable aussi vis-à-vis du monde agricole. La transition, elle doit se faire, mais elle mettra du temps. Et en attendant, il faut quand même qu'on ouvre des possibilités et des solutions. Allez-y. Oui, juste suite à ce séminaire, moi je trouve qu'il y a quand même des différences de problématiques entre l'Europe, la France, avec son histoire, et les pays émergents ou les pays en développement. En France ou en Europe, on parle en millions d'habitants. Dans les pays émergents, on parle en milliards d'habitants. Les problématiques par rapport aux ressources naturelles me semblent être à différencier fortement. Je crois que ça a déjà été plusieurs dit, mais autrefois on parlait d'inversion des raretés. Autrefois on avait donc peu de population et beaucoup de ressources, et aujourd'hui on est dans la situation inverse de beaucoup de population et des ressources de plus en plus rares. Alors, je voudrais insister par rapport à tout ce qui a été dit aussi sur la question des connaissances. Et j'allais dire des fake news, car les postures qu'on adopte tous aujourd'hui sont basées sur des informations vraiment très contestées ou contestables, et donc il me paraît essentiel que quand on réclame de la connaissance, elle est absolument indispensable à l'objectivisation de ce qu'on raconte. Et ceci est vrai pour les chercheurs aussi. J'ai bien apprécié le discours de notre camarade Denis Coeur, qui a fait un appel à la distanciation par rapport au récit historique. Oui, il n'y a pas que chez les scientifiques qu'il faut prendre de la distance, mais c'est aussi chez les historiens, chez les sociologues. C'est pas pour ne pas agir, mais puisque je crois que c'est même la vocation d'académie comme celle-ci, comme la SHF, d'être dans cette distance des discours par rapport aux gens qui sont dans l'action. Et donc je pense que ça c'est un point, et d'où le sens de la valeur ajoutée, j'allais dire, de ce type de séminaire. Ça, c'est une remarque un peu générale. Je voudrais aussi insister sur la question de la communication. Je crois, moi, pour vivre dans les négociations internationales auxquelles j'ai contribué, notamment sur le climat, la question de la langue et des langages est essentielle. Parler simple, ne pas parler avec des mots toxiques, être légitime dans sa manière d'être. Et le mot « être » a été prononcé en début de séminaire dans les questions de savoir-être. Ça commence par soi-même. Et ça mérite peut-être être souligné. On a besoin, pour faire passer nos messages, de gens qui sont reconnus comme des gens objectifs, des gens distanciés, des gens qui ne sont pas dans des intérêts qu'elles soient politiques ou économiques, pour faire que ça convainc les citoyens qui nous entourent. Et je voulais dire le dernier point, c'est sur le temps. Vous en avez parlé. Le temps est long des transformations, mais le temps des élus, il est court. Et ça, il faut réconcilier nos discours avec cette contrainte. C'est pas évident, mais c'est le sens, je crois, de ce type de projet. Alors, j'ai une dernière question à poser à nos trois personnalités présentes. Ils ont tous mis en avant l'importance des conventions, l'importance des décisions au niveau international.
j'adhère bien entendu à ça, sauf que quand on parle aux citoyens lambda de la notion, par exemple, d'objectif de développement durable, franchement, ça percole pas et les gens ne comprennent pas. À mon avis, là, il y a un problème de langage. Et deuxièmement, dans le contexte actuel, je me demande où va le multilatéralisme. Pas besoin de faire de précision sur les chiffres, mais il me semble que le multilatéralisme est complètement contesté aujourd'hui. Pas besoin non plus de dire par qui, mais et je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à la capacité que ces conventions ont encore dans un contexte où vraiment le multilatéralisme est dans la voie et n'a plus de crédibilité. Vous voulez... Pour répondre à la question des conventions, j'ai pratiqué les deux conventions. Il s'avère que sans les conventions, on n'arrive pas à caler une vision pour établir un partage concernant un bassin transfrontalier avec une équitabilité entre les pays riverains. Sans la convention, c'est très difficile d'arriver à un consensus. Dans le cadre de cette convention, on a évoqué le partage équitable et l'utilisation raisonnable, mais il y en a d'autres articles qui sont très importants aussi, tels que ne pas causer des dommages significatifs aux pays qui se trouvent à l'aval. Donc les pays qui sont à l'amont, qui utilisent la doctrine de Harman, la souveraineté totale sur le bassin, qui polluent les pays aval. Cette convention protège les pays qui se situent à l'aval dans un cadre hydrogéographique. Et puis la convention aussi relate clairement l'opportunité de créer entre les pays riverains une agence régionale de bassin. Ça, c'est très important. Sans une agence régionale de bassin, on ne pourra jamais aussi établir des plans, nous qui sommes des ingénieurs, des plans pour une gestion future d'un bassin transfrontalier. Qu'est-ce qu'on va faire comme ouvrage? Est-ce qu'on fait des forages, on fait des barrages, on fait des lacs collinaires, des stations d'épuration pour ne pas polluer les pays à l'aval? Donc c'est ça l'utilité de la Convention. C'est un cadre juridique important. C'est aussi un texte anti-crise pour éviter les conflits. Général Lamballe, vous voulez intervenir? Alors je crois que le multilatéralisme, effectivement, n'est pas prisé par les grandes puissances, bien évidemment. Je prends le cas de la Chine, qui préfère discuter de manière bilatérale plutôt que d'avoir affaire à une coalition de mécontents à l'égard de la gestion des cours d'eau, par exemple. J'en veux pour preuve la commission du Mékong. La Chine ne fait pas partie de cette commission du Mékong, elle ne veut pas en faire partie. Elle préfère discuter de manière bilatérale avec le Laos, avec le Cambodge, éventuellement avec le Vietnam. Si le Vietnam, d'ailleurs, a été le dernier pays à ratifier cette convention de 1997, c'est évidemment parce que le Vietnam était inquiet à l'égard de la Chine, à propos du Songkhoi, du fleuve Rouge. Donc le multilatéralisme en matière hydraulique, je crois, est un petit peu condamné d'une certaine manière. J'en veux pour preuve que également, en ce qui concerne les relations, par exemple, entre l'Iran et l'Afghanistan, ces deux pays n'ont pas signé non plus la Convention de 1997 et il y a des problèmes bilatéraux entre les deux. Il y a un accord de partage de la rivière Helmand, qui est une rivière en fait endorique. Le delta se perd dans les sables mouvants de l'est de l'Iran. Cet accord existe, mais il n'est pas du tout appliqué. Des barrages nouveaux sont en train d'être construits en Afghanistan, ce qui pose beaucoup de problèmes. Donc le multilatéralisme n'intervient pas du tout. Alors, il semble qu'il y a une recrudescence peut-être des discussions bilatérales au détriment des discussions multilatérales et internationales. Moi, je voulais rebondir en posant une question à Abou Amani. Vous avez souligné, et tout le monde aussi, l'importance des données et du dialogue entre scientifiques et parties prenantes et dirigeants. Mais tout ça repose sur des données. Donc est-ce que vous considérez qu'au point de vue international, en particulier dans les pays émergents, la situation des capteurs de données, des réseaux de collecte de données de terrain est satisfaisante ou alarmante?
Merci de la question. J'aimerais justement répondre sur la question du multilatéralisme. Le monde, nous avons des défis, nous le savons tous, qui ne peuvent pas être résolus par un seul État, si les États ne travaillent pas ensemble. Ça doit être le message qu'on doit marteler. Je sais que les États ont des propres intérêts, hein. C'est toujours comme ça dans la diplomatie. Hein. Quand un État, entre les États, chacun État regarde ses propres intérêts. Mais nous avons des problèmes mondiaux. Le changement climatique, c'en est un qu'on ne peut pas adresser sans qu'on ne travaille ensemble. Ça, c'est un fait. Sinon, on a tous les risques. On a évoqué tout ce qui va se passer. Donc, il faut qu'on continue à marteler ce message. Et je suis d'accord aussi sur le point soulevé par, je pense, c'est Olivier, qui a parlé de la question par rapport au risque. Justement, ce n'est pas uniquement le climat. Le risque est très aggravé par l'occupation des sols. Hein. Les gens occupent les places comme ils le veulent. Mais ça doit changer. Donc ça fait partie des actions qu'il faudra bien sûr considérer par rapport aux solutions. Maintenant, par rapport aux données, les données sont très très importantes en matière de coopération, bien sûr. Par exemple, au niveau de l'indicateur que nous on suit entre les États, pour une coopération transfrontalière opérationnelle, il y a 4 facteurs. Le premier facteur, c'est que les États qui partagent la même ressource aient un cadre de coopération, soit une convention, un agreement qu'ils ont signé. Il faut qu'il y ait un. Deuxièmement, il faudrait que les pays, à quelque niveau que ce soit, se réunissent au moins une fois par an. Troisièmement, il faudrait que ce système hydrographique ait un objectif commun de gestion entre les États. Et quatrièmement, le dernier, qui est capital, c'est comme vous l'avez soulevé, c'est l'échange des données, au moins chaque année. Donc ça, ce sont les 3 critères qui sont considérés pour dire que, on peut vous comptabiliser dans le nombre que j'ai donné. Mais, comme j'ai dit, on est très loin. Votre question par rapport au réseau de mesures, mais on a les chiffres depuis des années, les réseaux de mesures se dégradent de plus en plus, même dans les pays développés. Je sais que certains vous diront, on a les satellites, mais je dis toujours aux gens, attention, les satellites, c'est des mesures indirectes que ça vous donne. On a toujours besoin des données de terrain, des données de la vérité terrain, comme on l'appelle, pour calibrer ces satellites-là. C'est vrai qu'ils aident beaucoup, bien sûr, pour avoir une couverture continue spatiale, mais on a toujours besoin de données de qualité sur le terrain. Ici, vraiment, le point le plus important, c'est vraiment l'échange, mettre en commun les données dans un bassin pour que chacun puisse avoir accès de façon transparente. Parce que si vous voulez faire la paix, il faudrait que vous vous basez sur des choses pour lesquelles vous vous comprenez. Donc la transparence est critique et capitale. Et ça passe par ces questions d'échange de données. Merci, M. Amani. Je pense que vos mots sont des mots de conclusion. Et comme il est 5h30, que des personnes ont des trains à prendre, et que nous avions annoncé que ça se terminerait à 5h30, je propose qu'on s'arrête là, et je propose que tout le monde vous applaudisse, et je vous remercie infiniment.